Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. L'objectif de ce regroupement de ce soir, c'est une réflexion qui a mené 4 regroupements des associations islamiques, à savoir le REDA, qui est le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel, la coordination des associations islamiques, le collectif des associations islamiques et la fédération, la FECAD. Ces 4 regroupements ont à leur sein en tout 76 associations. Alors ils ont jugé utile de travailler ensemble sous la coupe de ce qu'ils ont appelé la haute représentation des associations islamiques, dont je suis le secrétaire général. Alors l'objectif premier, d'abord, c'est l'unité. C'est une recommandation de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle les musulmans à être unis. Que nous soyons sous une seule et même tutelle et de ne pas se diviser. Donc c'est cette recommandation de Dieu qu'on vient de mettre en valeur, et pour faire d'une pierre plusieurs coups. Ces grands oulémas, ces grandes associations ont demandé à chaque représentation de faire venir quelques oulémas de manière à ce qu'on fasse une descente de Coran, et ils en ont fait jusqu'à 3 pour le pays. Donc leur regroupement va profiter à tout le monde et à tout le pays. On a pensé à nos fidèles musulmans, on a pensé à nos soldats, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, qui sont encore sur le terrain, que Dieu les fortifie davantage, que Dieu leur donne la victoire et que notre pays soit protégé de tous les côtés, de part et d'autre, et de toutes les velléités des gens qui veulent nuire à notre pays. Donc voilà les 2 objectifs principaux pour lesquels les gens là se sont réunis. Et un troisième objectif, c'est nous sommes une communauté musulmane, un pays à 99% musulmans. Les musulmans attendent à chaque fois, quand il y a une situation dans le pays, ils aimeraient bien entendre qu'est-ce que l'islam dit. Et ces associations sont les représentations de l'islam ici au Niger. Donc c'est pourquoi cette coalition va permettre à chaque fois qu'il y a un problème, les associations vont se réunir, ils vont réfléchir et ils vont assortir une fatwa ou quelque chose qui va dans le sens pour éclairer davantage la population par rapport à la situation. Mais le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, le Premier ministre, son Excellence M. Mamadou Oumoudou, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Seyni Oumarou, l'ensemble des membres du gouvernement et enfin la population nigérienne éprise de paix et de justice. Nous, population de Goudel et de Yantala, sollicitons l'implication des plus hautes autorités du pays dans la résolution du problème qui nous unit ce jour en ces lieux. Il s'agit de la confiscation des terrains et jardins coutumiers appartenant à des populations de Goudel et de Yantala sises au bord du fleuve derrière les ambassades des États-Unis et de la France. Cette confiscation au profit de 2 individus, en l'occurrence Moussa Wazir et son beau-frère Al-Mustafa Tidjani, a été orchestrée en complice avec certains agents et responsables des services techniques du ministère de l'Urbanisme, à savoir le directeur général du domaine de l'État et du cadastre, Mato Haruna, qui ont induit le ministre de l'Urbanisme en erreur. Aussi, nous demandons à Monsieur le ministre, Monsieur Meizumbu Lawal Amadou, de bien vouloir faire suspendre les arrêtés attribuant nos propriétés à 2 individus qui tentent de chasser violemment
les populations de deux des plus anciens villages sur lesquels la ville de Niamey s'était bâtie, en abusant la gendarmerie et la police, en utilisant de faux prétextes et en se targuant de leurs relations au sein de la justice locale. Faute de quoi, le ministre sera tenu pour seul responsable de ce qui adviendra. Ces actions ont pour conséquence la dépossession inégale de plus d'une centaine de ménages propriétaires coutumiers de ces terrains, existant depuis la création des villages de Goudel et de Yantala au profit d'une seule famille. La destruction de plusieurs jardins agricoles et plusieurs arbres fruitiers appartenant aux populations de Goudel et de Yantala dans un pays fortement affecté par la crise alimentaire. L'obstruction du couloir de passage menant aux pépinières, aux sites de pêche et à l'accès au fleuve par les populations. Nous rappelons que notre présence sur les lieux n'a jamais été contestée depuis plusieurs décennies et que seul l'État est en droit d'exproprier les populations en raison d'une utilité publique en indemnisant les populations affectées et qui, elles aussi, font partie de l'État. Pour finir, nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale de notre ferme détermination à faire aboutir nos droits légaux. Nous demandons à toute la population de Goudel et de Yantala de rester mobilisée. Au marché hebdomadaire qui se tient tous les samedis devant le RECA, plusieurs produits locaux transformés par les femmes nigériennes, plus précisément celles de la capitale nigérienne, étaient au rendez-vous. Mais deux produits ont plus attiré notre attention. Il s'agit du couscous de Fonio et le fromage de lait communément appelé Ouagassi. Quant au premier produit, notamment le couscous du Fonio, est le produit phare de la semaine. Pour rappel, le Fonio est une céréale originaire d'Afrique encore peu connue et utilisée dans la cuisine. Pourtant, cette céréale mérite toute sa place dans le cadre d'une alimentation diversifiée. En plus d'être sans gluten, le Fonio regorge de nombreux bienfaits pour la santé. Fabriqué à base du Fonio, ce couscous est pratique selon la promotrice. Le Fonio est connu depuis dans le temps. Mais les jeunes ne mettaient pas ça au Nigeria en valeur. Parce que les jeunes ne faisaient pas le couscous du Fonio. Mais avec la nouvelle technologie et les progrès, nous avons essayé de mettre ça en valeur pour faire du couscous. Donc le couscous là, il y a des façons de préparer ça. Dès qu'on a l'eau bouillante, on lave bien un récipient, on le met dedans, on le ferme. 10-5 minutes, ça va se cuire. Ou bien on peut les remettre dans un récipient, mettre un peu d'eau, mettre ça à la vapeur. Et nous souhaitons à ce que les gens en consomment beaucoup le Fonio, parce que le Fonio est un aliment très utile pour l'organisme, ce que les gens ignorent. Le fromage du lait pur est la deuxième distinction dans ce marché des femmes transformatrices des produits locaux, car il est différent de celui importé au Niger. irkan di fromage irkan di wa kai gidan duniya kan sai gine le kai irkan di jus de gingembre citron ngumu irkan di fromage wa ga sini brochette kai irkan di dai de ge gono secret sai kuma gono kuma diabetes majo dilabuwa ne wani karin godi igo kande igo gi cirandi do en haligi kande a gisan bu lokaci ya wuro wa iga morgu mono du dungurwa kan sigine soja dunguri ni gidan ara imate irwo wana sinda haikul melanji sino hawowa daino hawowa no irgate da irbon se mo irgate ira habu wone wono dir wona imantafu igifayanka samir wo sai kul da ngara naturel no irgate naturel mon no kusifuru produit kunir sidan ara kalwa. Ces femmes nigériennes transformatrices de produits locaux apporteront sans nul doute leur pierre d'édifice au développement du pays.
Il reste seulement que les autres femmes fassent la promotion de ces différents produits en les intégrant dans leur panier quotidien. La malnutrition se caractérise par une alimentation qui ne correspond pas aux besoins de l'organisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition se définit par les carences, les excès ou les déséquilibres dans l'apport énergétique ou nutritionnel d'une personne. Chez l'enfant, la malnutrition entraîne un retard de croissance, des difficultés de concentration, une prise de poids importante ou au contraire un amaigrissement, une fatigue chronique, des troubles du sommeil, des faiblesses, des douleurs articulaires ou musculaires. Les causes principales de la malnutrition sont une alimentation insuffisante en quantité ou qualité, des épisodes de maladies fréquents, un manque de diversité de l'alimentation. Pour prévenir contre cette maladie, la diversification alimentaire et la promotion de la consommation d'aliments locaux à travers une production durable de denrées agricoles nutritionnellement adéquates dans un écosystème contrôlé pourrait constituer une approche pour améliorer l'alimentation et la santé maternelle et infantile. En fait, le viol est une infraction pénale au Niger depuis l'adoption de la loi numéro 2003-25 du 13 janvier 2003. Cette loi prend en charge à la fois le viol mais également le harcèlement sexuel. Comment la loi nigérienne définit-elle le viol? Au sens de l'article 283 de la loi numéro 2003-25 du 13 janvier 2003, intégrée dans le code pénal. En fait, la loi a été intégrée dans le code pénal et c'est l'article 283 du code pénal qui dispose que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition? D'abord, pour qu'on parle, on parle de tout acte de pénétration sexuelle. Donc, pour parler de viol, c'est d'abord la pénétration sexuelle. Dans l'ancienne version de la loi, pour parler de viol, il faut uniquement une pénétration vaginale. Aujourd'hui, la loi, tant que c'est à connotation sexuelle, donc que ce soit par la voie normale, la voie vaginale, que ce soit parce qu'il y a beaucoup de viols de petits garçons par le derrière, que ce soit par la bouche, tant que les faits ont une connotation sexuelle et que c'est le recours à la violence, à l'intimidation que vous obtenez le faveur sexuelle d'une personne, c'est un viol. Ensuite, la deuxième chose qui est extrêmement importante dans la définition du viol, c'est on dit acte de pénétration de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui, donc sans exception. En matière de viol, en tout cas, la législation nigérienne dit quiconque contraint une femme, votre statut ne vous exempte pas de poursuite pénale. En réalité, lorsque la loi dit autrui, autrui est un fourre-tout pour tout le monde. Donc, soit le législateur nigérien accepte que le petit ami peut violer une femme, le mari peut violer une femme, un inconnu peut violer une femme, le code pénal n'a admis aucune exception en matière de viol. Le code dit autrui, sur la personne d'autrui. Tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte est un viol. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est importante qu'il faut retenir. Maintenant, qu'est-ce que la loi prévoit? La loi dit que toutes les fois où vous obtenez les faveurs sexuelles d'une femme par la force, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans. Le viol, les dossiers de viol sont devant des cabinets. C'est-à-dire que la loi estime que c'est tellement grave qu'on ne peut pas amener un dossier de viol en flagrant délit ou en citation directe. C'est toujours devant le juge d'instruction et vous passez devant les assises. Pour dire à quel point la loi prend au sérieux tout ce qui est violence à l'encontre
d'une autre personne. Maintenant, je voudrais encore insister. Je vais revenir parce que si le viol est commis sur un enfant d'au moins en dessous de l'âge de 13 ans, donc la minorité pénale, le coupable court un emprisonnement de 15 à 30 ans. Toutes les fois où vous abusez sexuellement d'une fille ou d'un garçon de moins de 13 ans, l'emprisonnement sera de 15 à 30 ans. Maintenant, ça, c'est ce que dit la loi. Maintenant, revenons au niveau des faits. Il y a beaucoup de polémiques au Niger relativement aux questions de viol, parce que donc on parle de viol, on dit qu'il y a des formes de viol qui ne devraient pas exister. Nous sommes une culture où on n'admet pas que lorsque un homme contraint son épouse à entretenir des rapports sexuels, qu'on croit que c'est un viol. Je voudrais revenir sur cet aspect pour interpeller. En réalité, quels sont les hommes qui violent leurs femmes? C'est pratiquement toutes les situations que moi j'ai connues en tant que chronique juridique. C'est un homme qui rentre à 4 heures du matin. Il sent l'odeur d'une autre femme. Souvent, il est ivre. Toute la journée, il n'a pas donné de ses nouvelles à sa femme. Il la réveille à 4 heures du matin. Souvent, elle est même indisposée et il réclame un droit. Lorsque une femme que vous ne nourrissez pas, vous n'habillez pas, vous ne respectez pas, parce que si vous la respectez, vous ne pouvez pas rentrer avec l'odeur d'une autre femme, avec l'odeur de la cigarette, avec l'odeur de l'alcool et lui dire à 4 heures du matin qu'elle se réveille pour vous satisfaire. Le plus souvent, les hommes qui sont battus et violés, c'est cette situation. Je n'ai jamais rencontré un cas ordinaire où un couple s'entend et la femme dit « je ne veux pas ». Ça, je n'en ai pas connu. La deuxième catégorie, c'est des hommes qui ont des besoins sexuels exagérés. Il m'est arrivé de rencontrer, de recevoir des femmes qui me disent « Madame, c'est de 21h à 6h du matin, ils ne se fatiguent pas. » Il y en a qui prennent des produits et émotionnellement, sur le plan physique, elle ne peut pas. Maintenant, je pose la question, puisqu'on est dans la sensibilisation. Une femme que tu n'as pas nourrie pendant 3 mois, c'est elle qui se débrouille pour payer ses condiments. C'est elle qui se débrouille pour payer l'eau et l'électricité. Elle prend en charge les enfants. Elle passe la journée au marché en train de vendre des condiments. Tu rentres à 4 heures du matin ivre. Tu lui réclames quelque chose qu'elle te refuse. Est-ce que c'est une violation de la loi? Une violation de la coutume? Une violation de la religion? Ensuite, il y a beaucoup d'hommes qui sont incapables d'observer même les périodes où la femme religieusement ne devrait pas entretenir des rapports sexuels. Lorsque un homme abuse d'une femme dans ces moments-là où l'intimité ne s'y prête pas, culturellement et religieusement, elle ne peut pas. Est-ce qu'on peut parler de refus ou bien il y a des situations dans lesquelles des hommes contraignent des épouses et cela ne peut pas se défendre, cela ne peut pas se justifier. Je pense qu'une femme, c'est un partenaire. Une femme, c'est une amie. Ce que tu ne veux pas pour ta petite soeur. Aucun homme aujourd'hui, aucun père de famille, quand on lui dira que ton gendre rentre à 2 heures du matin, 3 heures du matin, avec des odeurs, il ne nourrit pas ta fille et il la contraint à se réveiller pour le satisfaire à 4 heures du matin. J'aimerais voir le père qui dira « ma fille devrait ». Donc, c'est aussi la réalité. Donc, et le viol, très récemment, les gens pensent que lorsque une femme fait du commerce de sexe, donc la prostituée, lorsqu'elle la viole, ce n'est pas un viol. Si. Quiconque, même si elle est prostituée, elle a le choix, elle a la liberté de choisir son client. Et je salue un dossier que nous avons suivi. Pas pour faire l'apologie de la prostitution, non. Mais pour faire plutôt la promotion de plus en plus les citoyens connaissent leurs droits. Nous avons connu en tant que chronique juridique 7 professionnels du sexe qui a rencontré un client, qui a, une fois qu'il a eu satisfaction, il a refusé de payer. Mais elle a saisi les services compétents et elle est rentrée dans ses droits. C'est pour dire que le corps de la femme, ce n'est pas une poubelle. Il appartient à l'homme de le respecter. Si les textes disent que quand elle dit non, il faut respecter son non. Et d'ailleurs, un couple qui fonctionne, en général, le non est compris. Parce que généralement, dans les couples qui marchent, il n'y a jamais ce genre de thématique. À chaque fois que vous entendez les questions de viol à l'intérieur d'un couple, c'est un couple qui ne marche pas.
Mais par hypocrisie, la société ne veut pas voir que c'est un couple à problème. C'est un homme défaillant dans ses responsabilités. C'est le comportement d'un homme qui impose le respect de la femme. Ça, c'est quand même important et nous devons lever les tabous autour de bien de choses. Non, les femmes qui se plaignent de viol, ce ne sont pas des couples qui marchent. C'est des couples qui ne marchent pas. C'est des hommes démissionnaires. C'est des hommes violents. C'est des hommes qui n'ont aucun respect pour leurs femmes. Quand vous allez devant les juridictions du Niger, la quasi-totalité des dénonciations, c'est ou des femmes célibataires ou des jeunes filles. Mais vous ne trouverez pas, par exemple, il y a des femmes mariées qui sont violées par d'autres hommes, mais la culture du tabou, la communauté ne pourrait pas comprendre ce genre de femmes ne porteront jamais plainte. Ensuite, même au niveau du couple, quand ça arrive, la femme qui porte plainte, c'est que son mariage est fini. Maintenant, donc, dans cette catégorie, je ne rentre même pas parce que j'estime que généralement, c'est des catégories au niveau du couple. C'est vraiment quand ça ne va pas. C'est des problèmes profonds qu'ils ne peuvent pas résoudre. Donc là, on ne rentre pas dedans. Maintenant, venons au niveau du vol des inconnus sur d'autres inconnus ou bien le viol sur les professionnels du sexe. Là aussi, très souvent, surtout dans les zones d'insécurité, il y a beaucoup de viols dans les zones d'insécurité, dans les zones de guerre. En général, la femme, quand elle est mariée, elle ne porte pas plainte. Que ce soit le voisin qui a abusé d'elle, que ce soit un inconnu pour son image, pour l'image de la famille, du mari, elle ne porte pas plainte. Quand les plaintes sont là, c'est surtout parce qu'on a peur des répercussions sur la fille. Aujourd'hui, la plupart des citoyens, quel citoyen? Ça se compte au nombre, au bout du doigt, qui entendra que cette fille, cette jeune femme de 20 ans, cette jeune femme de 18 ans a été victime de viol et qui accepte d'aller l'épouser. Donc, en réalité, c'est l'image, c'est la stigmatisation qui n'incite pas les victimes à porter plainte. Il est important de leur dire que c'est leur silence qui fait qu'il y a de plus en plus des cas non, et comme on a reprimé. Parce que les questions de viol, tant que vous, en tant que victime, vous ne portez pas plainte, le procureur ne va pas s'auto-saisir. Parce que c'est quand même votre intimité qui a été agressée. Donc c'est à vous de demander à la justice d'agir. Donc il est important que les gens arrêtent de juger, que les gens arrêtent de stigmatiser. Parce que là, c'est deux fous viols. On t'a violé et si tu ne peux pas porter plainte, c'est qu'on a violé un autre de tes droits. On ne peut pas te violer physiquement et te violer tes droits aussi. Or, le regard de la société par rapport à ces femmes, le regard, le jugement de valeur, certaines, on les accuse presque même que ce n'est pas vrai. Quand une femme vient dire « j'ai été violée », on a plus tendance à douter de sa parole qu'à la croire. Non, elle se donnait librement et elle a inventé. Donc, il appartient à la société d'arrêter ces jugements de valeur, d'arrêter la stigmatisation et pour que ces femmes-là puissent réclamer justice. Parce qu'en matière de viol, on ne peut pas dire que toutes les femmes obtiennent justice parce qu'il y a tellement de barrières, tellement de paramètres qui leur empêchent de saisir la justice que finalement, il y a beaucoup de non-droits. Lorsque votre enfant est victime de viol, lorsque votre soeur est victime de viol, ou lorsque vous-même, majeur, vous êtes victime de viol, il y a 3 services compétents qui peuvent prendre en charge votre problème. Soit vous optez pour la gendarmerie, soit vous optez pour le procureur, soit vous optez pour la police. Mais encore plus important, dans les questions de viol, il faut rapidement agir. Parce que surtout pour là où il y a des traces, là où il y a des blessures, parce que là, dès que vous saisissez la police, on va vous donner une réquisition, vous allez aller devant à la maternité et on va vous donner un papier qui va attester que effectivement vous avez été violé. Mais les viols, c'est comme les coups et blessures volontaires. Quand vous traînez, vous prenez le temps de réfléchir, c'est que toutes les preuves vont partir. Après, ça va être votre parole contre sa parole. Donc, en cas de viol, dès que vous êtes victime de viol, le premier réflexe, c'est la police ou la gendarmerie. N'hésitez pas, parce qu'il y va de la suite de la procédure. Si vous traînez, ça, après, vous allez, non seulement vous avez été violé, vous ne pourrez pas
apporter la preuve que vous l'avez été, vous allez être traité de menteuse. Donc pour éviter tout ça, à la minute où un homme vous force, même si c'est verbalement, dénoncez-le à la police ou à la gendarmerie. Si à la police ou à la gendarmerie, on n'enregistre pas votre plainte, allez directement devant les tribunaux d'arrondissement communaux pour Niamey ou devant le TGI chez le procureur. C'est vrai que les procureurs d'arrondissement communaux ne sont pas compétents, mais ils vont vous référer devant le procureur de la République. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.